Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 5e webinaire visioconférence, quand même plus classe, du mois d'innovation publique 2024. Avant de laisser la parole à Edith, pour rappel, le mois d'innovation publique est organisé par le réseau des pionniers et pionnières de l'innovation publique, qui est le fruit, en tout cas opérationnel, d'une entente partenariale entre la région, le CNFPT et l'État en Bourgogne-Franche-Comté. Bonne visioconférence, Edith, je te laisse la parole tout de suite. Merci Thomas, merci à toutes et toutes pour votre participation et un grand merci à Olivier Hamon qui a accepté de faire une conférence dans le cadre du mois d'innovation publique. Merci beaucoup Olivier, on sait que ton agenda est très très chargé et donc merci de nous accorder ce temps. Je vais introduire rapidement et puis ensuite on aura, donc, comme l'a dit Thomas, 1 heure de conférence et quelques questions-réponses. Alors, Olivier, et tu me corrigeras, tu pourras compléter bien sûr, tu es biologiste, tu es chercheur au laboratoire de reproduction et développement des plantes au sein de l'École normale supérieure de Lyon. Alors, ton sujet de prédilection, je fais simple avec des mots compréhensibles pour tous, c'est la compréhension de la forme des plantes. Tu diriges aussi l'Institut Michel Serres et tu étudies la nouvelle relation entre l'humanité et la nature. Tu as publié en 2022 La troisième voie du vivant. Dans cet ouvrage, dans lequel tu t'appuies sur ta connaissance des processus du vivant, tu esquisses en fait des solutions pour nous aider à traverser les turbulences qui se multiplient et pour sortir de notre monde que tu décris comme un monde en addiction à la performance. Alors, je pense que tu reviendras sur cette notion et pour nous aider à inventer un avenir que tu décris comme viable, en tout cas qu'on peut espérer viable et réconcilié avec la nature. Face à l'obsolescence d'une croissance infinie dans une planète qui est finie, tu évoques notre monde en redescente, un monde que tu qualifies en inversion, c'est un concept que tu développeras dans la conférence, un monde qui pour toi doit basculer de la performance à la robustesse. La notion de robustesse, on a pu l'aborder lors de la première conférence du MIP avec Sylvain Delarue que tu connais. Et donc, dans cette conférence, tu nous expliqueras concrètement c'est quoi la robustesse, en quoi elle peut être une solution pour traverser les turbulences et inventer un autre monde, et comment nous, agents publics, on peut développer notre robustesse. Tu nous diras aussi, c'est un sujet qui nous intéresse éminemment en ce moment, la notion de récit. Tu nous diras aussi combien un autre regard et d'autres récits, des récits que tu nous invites à inverser, sont indispensables pour s'adapter à un monde en redescente. Enfin, tu nous diras comment on peut chausser ces lunettes de la robustesse pour nous aider, nous, agents publics, à imaginer des politiques publiques qui sont compatibles avec la fin de l'abondance et le dépassement des limites planétaires. Merci beaucoup, Olivier. Je te cède la parole. Merci de l'invitation. Donc, je demandais à Thomas de faire passer les diapos, donc vous ne soyez pas étonnés si je dis diapo suivante un certain nombre de fois. Alors, du coup, donc, ouais, naviguer à contre-courant dans un monde incertain, c'est ce qui va nous occuper dans le siècle qui vient et donc dès les mois et les années qui viennent. Alors, si je dois le dire avec une phrase, c'est ce que dit aussi Nathalie Wallenhorst. Nous sommes, en fait, depuis des décennies, on pense le monde comme étant en continuité, alors que nous allons faire face à des ruptures. Et donc, il va falloir habiter ce monde-là un peu différemment. Et donc, alors, sur la diapo suivante, je dégage mon texte pour montrer un petit peu la peinture là, du douanier Rousseau. Donc ça, c'est pour rentrer dans le sujet calmement, on va dire. Ça, c'est la nature, un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est une vision de la nature avec des formes, des couleurs, des surprises. Hein. Ça s'appelle Joyeux farceur du douanier Rousseau. Et ça, c'est un peu la vision qu'on a de la nature quand on est petit, quoi. Et alors, sur la diapo suivante, ce qu'on voit, c'est que nous, les adultes, finalement, on a tout transformé, on a rationalisé, on a organisé, et assez rapidement, on se rend compte que ce qui domine sur Terre, hein, c'est l'injonction de performance. On est dans un monde optimisé. Donc, c'est sur la diapo suivante. Le monde optimisé, donc la performance, il faut bien que je la définisse. Hein, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible.
Donc, on est dans ce monde-là qui est drogué à la performance. Hein. Vous pouvez faire le test à partir du moment où on prend son petit déjeuner jusqu'au soir. On fait de la performance tout le temps. Tout le temps, le trajet domicile-travail, même les vacances, on les optimise. Donc, c'est vraiment la performance, c'est une valeur cardinale de notre monde moderne. Et donc, sur les diapos suivantes, je mets quelques exemples. Ah oui, donc voilà, j'ai mon exemple de ma définition, efficacité plus efficience. Donc, ça, c'est la définition de la performance. Et je voudrais en fait vous partager une image que j'ai vue à Paris. Là, voilà, c'est dans le métro parisien. Juste pour illustrer, je n'ai pas résisté à prendre la photo. Donc, ça, c'est une pub des Émirats Arabes Unis. Hein. Donc, alors là, là on est au-delà de l'addiction à la performance. Là, on est dans le délire performant. Hein. Donc là, c'est voilà, la route vers le succès, ce serait de vivre dans un endroit où il y a des autoroutes à 14 voies. Alors, je pose la question, hein, qui veut vivre sur une autoroute? Bon, je ne sais pas, mais apparemment, c'est le rêve. Et alors, vous voyez aussi, il y a marqué impossible et possible. Alors, si vous connaissez un petit peu la pensée d'Aurélien Barraud, c'est justement le problème, hein, d'après Aurélien Barraud, c'est que nous, les humains, quand on peut faire quelque chose, on le fait. Et on ne se demande pas pourquoi on le fait. Alors ça, c'est vraiment l'exemple typique. Donc ouais, moi, ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est la sortie de secours, hein, tout en haut là. À mon avis, là, il va falloir sortir. Alors, et vous voyez, à gauche, il y a une affiche orange. Alors sur la diapo suivante, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est pas encore mieux? Eh bien oui, c'est encore mieux. Donc ça, c'est de nouveau la même source. Et donc là, on nous propose d'aller sur Mars. Alors, quitter une planète vivante pour aller sur une planète morte, là, il faut quand même y aller. Hein. C'est vraiment du délire total. Et alors, même si on oublie hein, le côté symbolique, hein, donc c'est un projet de mort hein, d'aller sur Mars, mais si même on y pensait une minute, hein, de voir si c'était crédible, alors ce n'est pas possible hein, de vivre sur Mars et pour une raison agricole. On ne sait pas faire l'agriculture circulaire sur Terre. On ne sait pas faire pousser des plantes dans une serre hermétique. Donc, il faut vraiment arrêter ce truc-là. Enfin, ce qui est assez déprimant, à vrai dire, c'est qu'il y a des scientifiques hein, qui participent à ces projets-là, alors que ça n'a aucun sens. Hein. C'est vraiment un projet de mort. Donc, du coup, sur la diapo suivante, je vous propose d'atterrir et d'observer. Voilà, on va être sur Terre. Peut-être qu'on peut imaginer d'autres façons d'habiter la Terre. Et donc, c'est un chemin en 4 étapes que je vous propose aujourd'hui. Et donc, sur les deux diapos suivantes, la première étape, c'est de critiquer la performance. Critiquer la performance, c'est absolument indispensable. Si on ne critique pas la performance, tout ce qu'on fait, c'est cosmétique. Donc du coup, je vais vous proposer des arguments qui vont un peu au-delà de ce qu'on peut sentir hein, de façon subjective, hein, l'épidémie de burn-out, le délire performant dans les affiches du métro, voilà. Autre chose, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des arguments scientifiques, systémiques, pour montrer en quoi la performance pose problème, pour ce qu'elle est, hein, intrinsèquement? Alors, je vais vous donner 4 arguments. Et donc, sur la diapo suivante, le premier argument, ça tient en 2 mots, optimiser fragilise. Donc là, vous avez un exemple bien caricatural. Hein. Si on veut mettre plus de balles de tennis dans un tube, eh ben, il y a une façon de faire, c'est de les couper en 2 et puis de les empiler. Et là, on met plus de balles de tennis dans le même cylindre. Donc, bon, ça, c'est de l'optimisation, mais qui fragilise en effet parce qu'on joue moins bien au tennis après. Hein. Donc, ça, c'est assez classique. Alors, vous allez me dire, bah, ça, c'est un peu grotesque hein, quand même. On fait pas d'optimisation comme ça quand même, normalement. Alors, en fait, il faut bien se poser la question. Hein. Chaque fois qu'on optimise, on fragilise. Et c'est vrai pour tous les cas d'optimisation. C'est systémique, ça ne dépend pas du sujet. C'est tout le temps vrai. Alors, du coup, je vais vous donner des exemples sur la diapo suivante. Alors, sur la diapo suivante, vous voyez une photo des Landes après le méga feu de 2022. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a aligné des arbres de la même variété, de la même espèce. Ça permet d'optimiser la récolte du bois. Mais le problème, c'est que c'est aussi une autoroute pour le feu et une autoroute pour les pathogènes. Donc, quand on optimise une fonction, on fragilise toutes les autres. Voilà, c'est un exemple typique. Donc, c'est comme les balles de tennis, hein, c'est la même chose. Alors, sur la diapo suivante, j'ai quelques autres exemples. Voilà, l'exemple des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, en fait, ce qui se passe, c'est de l'optimisation algorithmique. Hein. On augmente la performance des algorithmes. Et du coup, qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée des bulles d'auto-conviction. Donc, c'est très performant et ça canalise les pensées, ça canalise la démocratie. Et donc, ça fragilise la démocratie. Donc, Trump, hein, c'est juste un exemple. Et Trump n'a pas été élu qu'à cause des réseaux sociaux, mais c'est une contribution parmi tant d'autres. Mais ça, on le voit partout. Hein. Les réseaux sociaux sont devenus une usine à dérive sectaire. Hein. Ça, je ne vous apprends rien. Donc, optimiser fragilise. Alors, autre argument sur la diapo suivante.
c'est l'effet rebond. L'effet rebond, alors je prends mon exemple classique des frigos. Les frigos, dans les années 60, consommaient beaucoup d'énergie, donc on a voulu faire de l'efficience énergétique, hein, avec moins de moyens. Donc du coup, on a réduit la consommation d'énergie des frigos, on les a rendus plus efficients, plus sobres, hein, on pourrait dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils coûtent moins cher, du coup, ils sont plus attractifs, et qu'est-ce qu'on fait? On les multiplie, on les fait grossir, on fait des frigos connectés, on fait des caves à vin, et aujourd'hui, la population mondiale de frigos consomme plus d'énergie. Donc ça, c'est un effet rebond très classique. On pense faire de la sobriété et en fait, on fait de l'ébriété. Alors ça, c'est terrible hein, parce que c'est très vicieux. Hein. En fait, ça veut dire que la sobriété, c'est un très bel objectif, c'est une mauvaise stratégie. Quand on commence par la sobriété, dans un monde qui est drogué à la performance, on fait de l'ébriété. Toujours. Hein. Donc ça, c'est vrai pour le... Ah, je vois qu'il y a des... Bon, ça dépend des gens pour les diapos. Donc ça, c'est vrai pour les frigos, c'est vrai pour le charbon, pour le pétrole, pour les avions, pour la lessive concentrée, pour les écrans plats. Hein. Enfin, tout le monde a des écrans plats dans ses poches hein, maintenant qu'on fait des écrans plus légers. Hein, voilà. Donc c'est vraiment un grand classique de notre période et ça, c'est vraiment très, très, très problématique. Alors, c'est parce qu'en fait, voilà, on est en train de continuer à épuiser les ressources en pensant faire de la sobriété. Hein. Donc ça, c'est vraiment terrible. Alors, sur la diapo suivante, je ne sais plus ce que j'ai mis après. Ouais, voilà, c'est juste un effet rebond sur l'effet rebond. Ça, c'est le surtourisme. Donc, ça, c'est le sommet de l'Everest. Le sommet de l'Everest, en fait, on peut y accéder sans problème. Et donc ça, c'est du surtourisme. Mais c'est un effet rebond sur le fait que maintenant, les avions consomment moins de kérosène. Donc les avions sont plus sobres. Du coup, ça permet de prendre plus d'avions, ça permet le low cost et c'est un carburant pour le surtourisme, évidemment. OK, donc l'effet rebond. Troisième argument sur la diapo suivante, c'est la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc ça veut dire qu'un indicateur de performance, c'est toxique. Toujours, c'est toujours toxique parce que le cerveau humain n'est pas très malin. Quand on met un indicateur de performance, on ne voit plus que cet indicateur de performance et on oublie tout le reste. C'est un appel à la vision réductionniste du monde. C'est le contraire de la vision systémique. Et donc là, vous avez un exemple, le sport de compétition. Hein. Dans le sport de compétition, quand on veut atteindre, enfin l'athlète qui veut atteindre la meilleure performance, la médaille d'or, le podium, eh ben, peut-être qu'il va faire du dopage. Et donc, il va s'intoxiquer alors qu'il fait du sport. Donc, c'est le contraire du sport, hein, on est d'accord. Hein. Détruire son corps pour atteindre la performance, c'est de la compétition, ce n'est plus du sport. Donc, vous voyez, maintenant, on parle depuis 2023 de faire les jeux augmentés, hein, les Enhanced Games. Donc, ça, c'est des jeux où on va autoriser le dopage. Donc, c'est typique de la loi de Goodhart. On ne s'arrête plus. Donc, ça veut dire qu'on va voir des athlètes mourir dans les stades. Et le signe que vraiment on est dans ce monde-là, c'est que des athlètes et des médecins ont déjà dit oui. Hein. Donc, on y est. Hein. On est vraiment, oui, on est dans ce monde-là. Donc, ça, c'est le sport de compétition. Mais évidemment, quand je dis indicateur de performance, ce n'est pas que dans le sport. Hein. Le bachotage avant les examens à l'université, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va faire de la performance, on va passer l'examen, mais on n'aura rien appris. Les KPI dans l'industrie, hein, les Key Performance Indicators, on sait très bien qu'une boîte qui met l'accent sur sa performance financière va se planter. C'est du grand classique, hein, tout ça. Donc ça, c'est la loi de Goodhart. Donc il y en a partout, la loi de Goodhart, hein, parce qu'on est dans un monde où, vu qu'on est drogué à la performance, on a 1001 façons de mesurer la performance, et donc on a 1001 indicateurs toxiques. Il y en a partout, il y en a partout, y compris dans la recherche. Hein. Nous aussi, on a des facteurs H, on publie dans des journaux à facteurs d'impact, etc. Il y en a partout, hein, des indicateurs de performance. OK, et le quatrième argument, c'est une équation en 3 mots. Alors, c'est 3 mots tout simples. La performance, hein, définie comme la somme de l'efficacité et de l'efficience, c'est toujours une performance relative. Donc, quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la compétition, sur l'animation suivante. Et quand on met l'accent sur la compétition, qui gagne? Eh ben, c'est très simple, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Donc la compétition, c'est un appel à la violence sur l'animation suivante. Donc en fait, vous pouvez le voir simplement. Hein, un sportif de compétition, en fait, il est violent avec son corps, par exemple. Si vous avez déjà vu des radios de certains athlètes de 2024, leurs os, ils ont 20 ans, hein, mais leurs os ont 60 ans. Ils ont tellement tiré dessus qu'ils se sont fragilisés. C'est toujours pareil. Hein.
Alors, cette violence, contre qui s'exerce-t-elle? Alors, cette violence, elle s'exerce contre les plus défavorisés, évidemment, et aussi contre les écosystèmes. Et donc, c'est sur la diapo suivante. En fait, le prix de notre performance, c'est un coût extraordinaire sur les écosystèmes. En fait, ce sont les écosystèmes qui payent l'addition de notre performance. Alors, il y a plusieurs sujets, hein. Pénurie de ressources, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale. Hein, c'est un peu les 4 sujets. Là, j'ai enlevé les pénuries de ressources, mais il faudrait l'ajouter finalement. Alors là-dessus, je ne vais pas vous faire un bilan socio-écologique. Hein, je pense que vous êtes déjà au courant que les enjeux sont énormes. Hein, c'est la viabilité de l'humanité sur Terre qui est en jeu là. Alors, en fait, il y a 2 points saillants que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est que dans les discussions, dans les médias, on parle beaucoup de climat et voire même on parle beaucoup de CO2 hein, et de bilan carbone. Alors ça, c'est de la performance. Hein. C'est encore une fois de la performance. On a réduit toute la complexité socio-écologique à une molécule. Hein. Donc ça, c'est de la pensée réductionniste. On pense que si on réduit la quantité de CO2, on va résoudre le problème. Alors, c'est très simple. Hein. Le CO2, c'est un symptôme. Ce n'est pas la cause du problème. La cause du problème, c'est nos activités. Et c'est notre compas vers la performance, ce qui fait qu'on émet énormément de CO2. Donc le climat, en fait, si on commence à réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère, on va commencer à faire des projets qui n'ont aucun sens. Hein. Par exemple, en Islande, on vient d'ouvrir une usine de capture directe du CO2, donc des gros ventilateurs qui font du charbon. Hein. Bon, ça, donc c'est complètement ridicule en termes de volume réduit. Hein. C'est 1/1000e de ce qu'il faudrait faire. Et encore, 1/1000e si on en faisait partout sur Terre. Hein. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Et en plus, ça permet à d'autres entreprises de continuer à polluer en achetant des quotas carbone à cette usine. Donc c'est vraiment, c'est pire que inutile, c'est toxique, hein, de nouveau, quoi. Donc en fait, quand on répond à l'excès de CO2, quand on répond juste à la crise climatique, en fait, on aggrave la pénurie de ressources, on aggrave l'effondrement de la biodiversité et on aggrave les pollutions globales. Donc le climat, c'est un sacré sujet. Hein. Je ne suis pas climato-sexy, je ne suis pas négationniste du climat. Hein. Il y a un vrai sujet, mais ce n'est pas le bon levier. C'est le symptôme. Donc, il ne faut pas commencer par le climat. En fait, il faut juste prendre un peu de recul et se rendre compte que notre performance fait une guerre à la vie. C'est ça qui se passe. Hein. Nous sommes en train de prendre les habitats terrestres, nous sommes en train de polluer les habitats terrestres, nous sommes en train de tuer les êtres vivants. Je vous rappelle, hein, en 30 ans, en Europe, on a perdu 80% des insectes en masse. 80% des insectes en masse en 30 ans. Juste pour vous donner un point de comparaison, hein, les dinosaures ont disparu après la chute d'une météorite. Ça a pris 33 000 ans. 33 000 ans. Ça, c'est brutal hein, sur le plan géologique. Nous, on fait ça en 30 ans. Hein, donc, c'est totalement délirant. Hein, c'est 3 heures de grandeur au-dessus. Donc, c'est ça le sujet, hein, c'est la guerre à la vie. Donc, du coup, le levier le plus systémique, si on veut être positif, pour inverser la tendance, ce n'est pas le climat, c'est la biodiversité. Il faut commencer par la biodiversité. Quand on augmente la biodiversité locale, c'est positif pour la pénurie de ressources, c'est positif pour le climat, c'est positif pour les pollutions globales. C'est de très loin le levier le plus systémique. Et en plus, on peut le faire à toutes les échelles, sur son balcon, dans son jardin, et à l'échelle mondiale, c'est l'agriculture qui a le plus d'impact. Si on transforme l'agriculture hein, vers l'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie, les jardins créoles, etc., et ben en fait, c'est là qu'on aura un impact majeur sur tous les sujets socio-écologiques à la fois. Et ce qui est dingue, c'est qu'en plus, on a toutes les solutions. Hein. On a tout le portefeuille de solutions en main. Donc c'est ça qui est dingue. On sait quel est le levier le plus systémique. On a les solutions. Et pourtant, on fait des usines de capture directe du CO2 en Islande. Bon, bah ça dit bien quand même le monde drogué à la performance. Alors ça, c'est le premier point. Donc la biodiversité d'abord, c'est que c'est très bien de faire des énergies renouvelables, mais il faut qu'elles prennent d'abord soin de la biodiversité. Et la deuxième chose, le deuxième point saillant, c'est le monde fluctuant. Donc c'est ce que je vous disais en ouverture, on est en train de quitter le monde en continuité pour entrer dans le monde en rupture. Nous allons faire face à des méga-feux, des méga-inondations, des méga-tempêtes, des remous sociaux, des crises géopolitiques. Et ça, tout le monde est d'accord, hein, que ce soit le GIEC, l'IPBES, le Forum économique mondial, la CIA, l'OCDE, tout le monde est d'accord. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Et donc, ça change tout. On est en train de quitter le néolithique. Hein. Le néolithique, c'est il y a 10 000 ans, quand on voulait contrôler la nature en inventant l'agriculture. Aujourd'hui, notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Donc, il va falloir vivre dans un monde fluctuant. Et donc, c'est ça la première question du siècle.
comment habiter dans un monde fluctuant. Et donc, c'est vrai à tous les niveaux, hein, pour les agences publiques, pour les entreprises, pour les familles, c'est très, très, très général. C'est une révolution. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on a imaginé pour habiter ce monde fluctuant? Alors, sur la diapo suivante, quelques exemples de solutions. Voilà, bah, c'est beaucoup des solutions qui sont encore coincées dans le dogme d'une performance nécessairement positive. Alors, toutes ces solutions performantes, elles vont faire de l'optimisation qui fragilise, des effets rebonds, de la loi de Goodhart. Ça ne va pas marcher. C'est juste un exemple, enfin, ça va marcher. Il y a des niches où ça peut se justifier, mais ça ne peut pas être une solution globale. L'exemple typique, l'agriculture de précision, on pourrait penser que ça réduit, parce qu'on va utiliser des drones et du numérique pour mettre moins de pesticides et moins d'engrais dans les champs. Et donc, on pourrait se dire, bah, ça, c'est bien, c'est de la sobriété. Alors là, tout de suite, donc vous savez, voilà, effet rebond. Donc ça permet en fait de mettre encore plus de pesticides, de mettre des plantes qui vont résister à ces pesticides. Et donc il y a un effet rebond biologique. Les plantes vont résister de plus en plus à des pesticides de plus en plus toxiques. Donc voilà, on est dans un monde complètement fou. Et même si on oublie ça, les paysans, ils vont être dépendants d'une nouvelle technocratie, celle des drones et du numérique, alors qu'ils sont déjà dépendants d'une technocratie des semenciers, des pesticides, des engrais. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Et le dernier point, quand on fait de l'agriculture de précision, on veut rendre les parcelles homogènes. Pourquoi veut-on rendre les parcelles homogènes? C'est pour continuer à faire des monocultures. Donc en fait, c'est encore continuer la guerre à la vie. C'est contre la biodiversité, l'agriculture de précision. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Donc moi, ce que je vous propose sur la diapo suivante, c'est de dérailler. Une fois qu'on a bien compris que la performance posait problème, on va dérailler avec Einstein qui nous dit on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Donc ça veut dire que si c'est la performance le problème, peut-être c'est probablement pas la performance qui va être la solution. Alors du coup, sur la diapo d'après, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Il faut juste prendre un peu de recul et juste se poser la question du siècle. Comment habiter dans un monde fluctuant? Toutes les autres questions sont secondaires. Alors, c'est une très grande question, mais la réponse, on l'a sous les yeux, parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Donc, ils ont développé des recettes, des principes, des lois qui leur permettent d'habiter dans un monde fluctuant. Et donc, quand on dit qu'il faut se reconnecter aux vivants, ce n'est pas juste embrasser les arbres. Il faut comprendre comment les êtres vivants fonctionnent et comment font-ils pour vivre dans un monde fluctuant. Et alors là, c'est très réjouissant, et donc c'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante. Ce sont les nouveaux récits du vivant. Alors, les nouveaux récits du vivant, c'est très joyeux parce que ça change quand même pas mal de choses. Alors, première chose qu'on a appris depuis quelques décennies, finalement, donc sur la diapo suivante, la première chose qu'on voit, c'est que les êtres vivants jouent collectif. Et le jeu collectif dépend de la quantité de ressources dans le milieu. Donc là, ce que je vous propose, c'est une expérience. On est en montagne. Et donc, si on est en bas de la montagne, en fait, les ressources sont plutôt abondantes. Les sols sont riches, il y a de l'eau, etc. Et on va déraciner un arbre. Alors, si vous avez déjà vu ça, en fait, ça crée une clairière. Et les arbres autour en profitent, entre guillemets. Ils vont faire plus de branches, plus de feuilles pour boucher la clairière. Et si les arbres profitent du départ d'un autre arbre, ça veut dire qu'ils étaient plutôt en compétition. Donc, quand il y a abondance de ressources, les êtres vivants sont en compétition. En tout cas, les arbres, là, ils sont en compétition. Maintenant, si on va en haut de la montagne, donc là, c'est là où les sols sont très pauvres, sont très fins, on voit la roche-mère, il fait froid, il gèle, il y a du vent, etc. Donc, plutôt des pénuries de ressources. Et on fait la même chose, on déracine un arbre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les arbres autour vont réduire leur croissance. Ils vont souffrir. Parce que là, en fait, la source des ressources n'est plus le milieu, ce sont les arbres voisins. Donc, en fait, quand il y a pénurie de ressources, les êtres vivants coopèrent. Et donc, cette loi-là, abondance de ressources stimule la compétition, pénurie de ressources stimule la coopération, c'est une loi générale des êtres vivants. Et en fait, quand on regarde bien, la plupart des écosystèmes sur Terre sont instables ou en pénurie chronique de ressources. Donc, ce qui domine sur Terre pour les écosystèmes, c'est la coopération. Donc, il faut vraiment arrêter avec cette idée du vivant qui est tout le temps en compétition, la survie du plus fort. Tout ça, c'est complètement faux. Ça existe, mais dans les endroits où il y a beaucoup, ou les moments où il y a abondance de ressources. La plupart du temps, c'est la pénurie, donc les êtres vivants coopèrent. Donc ça, c'est la première chose, coopération. Alors, juste pour le dire quand même rapidement, nous, les humains, maintenant qu'on commence à faire face à des pénuries, à des fluctuations, on voit se développer les coopératives, les scopes, etc. Donc, c'est aussi un comportement que l'on voit nous. Donc, c'est pas, on est aussi des êtres vivants. Et en fait, c'est très pragmatique. On se serre les coudes quand il y a des moments difficiles. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est la première chose, coopération. Et sur la diapo suivante, en fait, il y a quelque chose d'encore plus important. La valeur cardinale du vivant, ce qui est vraiment au cœur des systèmes vivants,
c'est la robustesse. Donc la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc ça, c'est, si vous voulez avoir une image mentale, hein, c'est le roseau dans le vent. Il est stable malgré les fluctuations. Donc ça, c'est à court terme. Et à plus long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Ça veut dire que le roseau, il grandit, mais il est capable d'encaisser des vagues, des changements de salinité, etc. Alors, comment font les êtres vivants pour être robustes? Parce que vous voyez bien, hein, la robustesse, c'est la réponse opérationnelle aux fluctuations. C'est sa définition. Dans un monde fluctuant, il faut être robuste, d'abord. Tout le reste est secondaire. Il faut commencer par la robustesse. Comment font les êtres vivants pour être robustes? Alors, c'est ça que c'est extraordinaire. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Donc, les êtres vivants ne sont pas en train de nous dire qu'ils sont comme nous et en plus ils sont robustes. Hein. C'est un contre-modèle. Et donc ça, maintenant, c'est très bien établi, hein, depuis une trentaine d'années à toutes les échelles, de la molécule jusqu'à l'écosystème. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve dans les systèmes vivants, hein, dans les réseaux de neurones, dans les réseaux des écosystèmes, dans les réseaux physiologiques? De l'inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants, hein, le vol de la mouche. Hein, voilà. La mouche, on ne voit pas très bien ce qu'elle a comme objectif. Hein, elle n'en a pas, hein, je peux vous le dire. Voilà, donc c'est inefficace. Hétérogénéité, hein, comme la biodiversité, incertitude, beaucoup de processus qui sont totalement aléatoires, beaucoup de lenteur, de délai, beaucoup de redondance. Pensez au nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, hein, le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Hein, voilà, c'est extrêmement redondant, les systèmes vivants. Beaucoup d'incohérences. Beaucoup de contradictions internes, hein, ça permet au système d'être souple et donc de gérer des fluctuations externes. Quand on est trop cohérent, on est rigide, hein, et donc on casse. L'exemple typique dans le monde social, hein, de l'extrême cohérence, c'est la secte. La secte, c'est très cohérent et ça finit toujours par casser. Hein. Donc il faut des contradictions internes, il faut du dialogue contradictoire, hein, pour que ça marche. Et puis c'est inachevé, parce que les êtres vivants en fait sont inachevés. Quand ils sont achevés, ils sont morts. Donc en fait, nous, les êtres vivants, hein, nous avons toutes ces contre-performances en nous et c'est ça qui permet d'avoir du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre et c'est ça qui nous permet d'être robustes. Et donc c'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution parce que le monde est fluctuant. Nous sortons d'une anomalie de stabilité. Là, nous rentrons de nouveau dans un monde qui va être très fluctuant et c'est nous les humains qui en sont la cause, hein, principale. Alors du coup, des exemples quand même, enfin, ou un exemple sur la diapo suivante pour illustrer ce compromis, disons, entre performance et robustesse. Une grande question, pourquoi les plantes sont-elles vertes? Voilà. Donc on peut se demander un petit peu pourquoi les plantes sont vertes, hein, parce que vous savez, on dit la planète est bleue, mais le monde est vert. Hein, donc c'est clairement un succès planétaire, hein, du vivant. Hein, c'est ça qui domine sur Terre. 82% de la biomasse sur Terre, c'est des plantes. Mais pour les plantes, si elles devaient capter toute l'énergie solaire, devraient être noires, comme des panneaux solaires. Hein. Donc, si elles sont vertes, ça veut dire qu'elles gâchent énormément de ressources énergétiques. Et ben, aujourd'hui, on le sait, grâce aux physiciens, on sait pourquoi elles sont vertes. En fait, elles sont vertes pour pouvoir éloigner les pics d'absorption de la lumière, le rouge et le bleu notamment, pour pouvoir gérer des fluctuations lumineuses. En fait, si je le dis différemment, si les plantes étaient noires, quand il y a un rayon de soleil un peu trop fort, elles se mettraient à prendre feu. Et donc, en fait, les plantes sont vertes pour pouvoir gérer de très grandes fluctuations lumineuses et de très grandes fluctuations biologiques. Donc, elles ont réduit énormément leur performance. Hein. Le rendement de la photosynthèse, c'est 1%. Hein. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire parce qu'elles gèrent d'abord les fluctuations. Donc, les plantes sont d'abord robustes et ensuite, au second ordre, elles sont performantes. Mais vous voyez, c'est bien loin le second ordre. Hein. C'est d'abord de la robustesse et après 1% de rendement. Et ça fait 3,8 milliards d'années que ça dure, hein, cette photosynthèse. Pas de traces d'optimisation, hein, dans tout ce temps. Donc, ce n'est pas du tout performant. Mais par contre, c'est robuste. Et donc, vous voyez l'équilibre. Hein. Quand on augmente sa robustesse, on est obligé de baisser sa performance. On ne peut pas être très performant et très robuste. Ce sont deux valeurs qui s'opposent. Alors, sur la diapo suivante, ça doit nous éclairer, nous, pour le monde social, en fait. Hein. Alors, le progrès de l'humanité, depuis 10 000 ans, il est guidé par des gains de performance. Depuis qu'on a inventé l'agriculture, en fait, on a décidé de contrôler la nature et après, ça s'est amplifié. Hein. La Renaissance, on a fait les plantations, la colonisation, on a généralisé ce modèle-là. Et ensuite, mécanisation au 19e et depuis 1950, c'est ce que Will Stephen appelle la grande accélération. Donc, on est parti en exponentielle sur la performance. Cette performance, aujourd'hui, est contre-productive. Elle détruit nos habitats terrestres. Plus on augmente la performance et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Ça, c'est systémique. Hein. Donc, c'est très clair. Le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. C'est physiquement impossible. Quand on augmente la performance, on s'enferre dans une voie étroite. Efficacité, efficience. Hein. On se canalise. Dans un monde qui change tout le temps, c'est suicidaire.
Donc, le futur du progrès, ce ne sera pas ça. Donc, du coup, c'est quoi? Eh bien, sur la diapo suivante, le progrès, en fait, change d'axe. Le futur du progrès, ce sera des incréments de robustesse. On n'aura pas le choix. Alors, on n'aura pas le choix d'avoir le choix. Parce que quand on choisit la robustesse, ce sont des chemins pluriels. C'est le contraire de la performance. La performance, c'est se canaliser dans une voie étroite. La robustesse, c'est diversifier, explorer, expérimenter. C'est le contraire, hein, c'est le contraire. Donc, vous voyez, c'est sur deux axes différents parce qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. Alors, cette robustesse, c'est très joyeux, hein, à vrai dire, hein, c'est beaucoup plus pluriel, c'est plus intéressant, hein. Enfin, comme je le dis souvent, hein, il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance, hein. C'est le monde de l'autoroute, hein, ou des 14 voies, hein, voilà. C'est ça, hein, on va très vite à sa destination, mais on n'a rencontré absolument personne sur la route. La robustesse, c'est plutôt les chemins de traverse, en fait. Donc, c'est quand même nettement plus intéressant. Alors, ça, sur le papier, ça peut faire sens, hein. Enfin, si on endosse le fait scientifique, hein, c'est tout ce que je fais, en fait, hein. Je suis un scientifique ras des pâquerettes, là, hein. Les scientifiques nous disent que ça va tanguer très fort, et ben, la réponse opérationnelle, c'est la robustesse. Il n'y en a pas d'autre, hein, c'est sa définition. Donc, du coup, ça, c'est pragmatique, mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Parce que dans un monde qui est drogué à la performance, comment on peut faire ce basculement copernicien, enfin, arrêter le néolithique, hein, c'est pas rien quand même, hein, on vit à une époque quand même assez exceptionnelle, hein, quand même. Donc, est-ce que c'est pas un peu voilà, utopique? Alors, je vais vous montrer sur la diapo suivante que c'est pas du tout utopique, hein, avec une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, c'est les nuées d'oiseaux. Les nuées d'oiseaux, les nuées des tourneaux, hein, par exemple, hein. Donc ça, c'est un exemple de système qui bascule. Alors, comment font les nuées d'oiseaux pour d'un seul coup tourner à droite, tourner à gauche de façon coordonnée? Alors, c'est très simple, hein, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont eux qui sont exposés aux fluctuations du monde. Les oiseaux au cœur du système ne voient pas le monde, ils ne voient que les oiseaux voisins. Ils sont aveugles au monde. Donc ça, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, hein. C'est un système qui bascule par ses marges. C'est vrai pour un banc de poissons, c'est vrai pour un empire. C'est vrai pour tous les systèmes. Tous les systèmes basculent par les marges. Alors ça, c'est un sacré message parce que ça veut dire que notre système qui bascule de la performance à la robustesse, c'est pas la peine de passer du temps chez Total ou McKinsey, hein. Ça, c'est le cœur faisandé de la performance. C'est l'ancien monde qui ne va pas changer, hein, qui sera le dernier à basculer. Par contre, si vous regardez la périphérie, alors là, c'est nettement plus joyeux, hein. En fait, la périphérie, donc les collectifs de citoyens qui sont exposés à des fluctuations fortes, ont déjà commencé à développer leur robustesse. Et donc, en fait, c'est en train de contaminer le cœur. C'est ça qui se passe. Donc, ce n'est pas du tout une utopie, la bascule de la performance à la robustesse. C'est en train de se faire maintenant. Et c'est très nouveau. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, hein. Aujourd'hui, c'est en route et ça s'accélère parce que le monde devient de plus en plus fluctuant, hein. Je ne vous apprends rien, hein. Enfin, ce n'est pas que Trump, hein, c'est tout le reste, hein. Tout devient nettement plus fluctuant. Donc, la périphérie robuste est en train d'éclairer le cœur. C'est en train de contaminer le cœur. Alors, c'est la troisième étape. Sur la diapo suivante, on va s'inspirer de ces périphéries qui vont en fait nous éclairer et nous dire, en fait, si vous voulez, la périphérie, c'est les signaux faibles du monde qui vient. Si vous voulez voir le monde qui bascule de la performance à la robustesse, il faut passer plus de temps à la périphérie. C'est là qu'on va apprendre le monde qui vient, parce que ce sont des collectifs qui ont déjà appris à habiter le monde fluctuant. Alors, diapo suivante, des exemples. Alors, un premier exemple, c'est l'agroécologie. En fait, on est en train progressivement de quitter le monde de l'agriculture intensive, hein, qui est un monde très récent, hein. C'est que depuis 1945 hein, qu'on est dans ce monde-là, hein, qui est gavé au pétrole, hein, et qui fait une agriculture extraterrestre, puisqu'en fait, on évite les fluctuations en mettant de l'irrigation, des engrais, des pesticides. Alors, ça a très bien marché, hein, je ne crache pas dans la soupe, hein, ça a très bien marché, ça a nourri les humains, ça a permis de développer des tas de technologies, des tas de savoirs, et puis de réduire les famines de façon drastique, hein. Enfin, tout ça, c'est extrêmement positif. C'est juste que ça ne peut pas durer. C'est une stratégie de parasite qui exploite l'abondance des ressources, hein. C'est abondance de ressources entraîne la compétition, la performance, hein, c'est ça. Donc ça, en fait, aujourd'hui, ça ne marche plus simplement parce que ça devient trop cher et aussi parce qu'on arrive à la fin des ressources, hein. Les stocks de phosphate, peut-être que vous savez ça, hein, mais il y en a à peu près plus qu'au Maroc, hein, et il reste au minimum plutôt une vingtaine d'années pour l'agriculture intensive. Donc il reste une vingtaine de récoltes hein, en agriculture intensive avant qu'il y ait des tensions très fortes, en faisant l'hypothèse qu'il y a la paix sur Terre, hein. Donc vous voyez, c'est quand même des hypothèses assez fragiles. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? À la périphérie, des petits paysans qui basculent dans l'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie, les jardins créoles dans les Caraïbes. Voilà. Donc là, en fait, on inverse tout.
c'est l'inversion. Donc, en fait, dans le monde de la performance, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Dans le monde de la robustesse, on se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est-à-dire qu'un paysan qui fait de l'agroécologie, eh ben, il maintient, enfin, il fait un certain rendement en grains, par exemple, hein, mais il ne vise pas le rendement maximum, il vise la stabilité du rendement, parce qu'il a compris qu'il y aura des méga inondations, des méga sécheresses, etc. Et donc ça, cette stabilité est permise par la biodiversité cultivée. Et donc, du coup, il ne fait pas que du rendement en grains, il fait aussi, enfin, il ou elle, hein, évidemment, fait aussi de l'hygrométrie de ses sols, des insectes auxiliaires. S'il fait des mélanges variétaux, il les mélange avec ses voisins paysans. Voilà, c'est tout un monde, en fait, où on se base sur la richesse des interactions. On est en train de quitter le monde de la pauvreté des interactions. C'est quand même nettement plus joyeux, quoi. Donc ça, c'est en train d'arriver très fort. Il ne faut pas se laisser avoir par les discours médiatiques qui parlent de la crise du bio. Hein. En 20 ans, l'agroécologie a explosé en Europe. Hein. Et ça vient de l'Amérique du Sud aussi. Hein. Donc, enfin, voilà, c'est vraiment, c'est partout. Et donc, il n'y a pas le choix. Un petit paysan, il démarre en agroécologie. Hein. C'est trop cher, l'agriculture intensive, actuellement. Donc, ça, c'est pour l'agriculture. Un deuxième exemple, c'est plutôt dans les villes. Alors là, on a eu l'exemple de Valence, hein, un exemple de fluctuation parmi tant d'autres. Hein. Et donc, on était assez frappés par toutes ces voitures empilées, là. Et donc, en fait, quand on écoute les citoyens n'étaient pas, en fait, ne reprochaient pas aux autorités de ne pas avoir prévu, parce que, en effet, le monde fluctuant, c'est un monde imprévisible, et c'est même un monde impensable. 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures, il n'y a personne qui peut se représenter ça. Donc ça, c'est le monde, voilà, imprévisible, impensable. Non, les citoyens, ce qu'ils reprochaient aux autorités, c'était pas de ne pas avoir prévu, c'est de ne pas s'être préparé. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans le monde de la performance, on prévoit. Parce que en fait, le monde de la performance est adapté au monde stable, abondant en ressources. Donc on peut prévoir dans un monde stable et abondant en ressources. Dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, on ne prévoit pas, on se prépare. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs plans A, B, on a des marges de manœuvre, on fait de la robustesse. Alors sur la diapo suivante, je vais vous donner un exemple aux marges de la société. Donc c'est un petit village qui s'appelle Saint-Martin-d'Auxigny, qui, comme tous les autres, hein, a subi le remembrement dans les années 50, donc avait canalisé ses rivières pour augmenter les surfaces agricoles. Donc c'est de la performance, hein, on optimise le paysage. Sauf que quand il pleut, une rivière toute droite, eh ben, c'est une autoroute qui va inonder la ville voisine. Donc ils se sont fait inonder une fois, 2 fois, 10 fois. Et puis eh ben, récemment, ils ont décidé de retracer une rivière avec des lacets, hein, c'est ce que vous voyez à droite. Donc ils ont reméandré la rivière. Ça ralentit la rivière, donc ils ont désoptimisé le paysage. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il pleut, cette rivière qui est plus lente inonde la parcelle et n'inonde plus la ville. Donc ça, c'est de la désoptimisation, donc une perte de performance locale au profit de la robustesse territoriale. Alors, ce que j'aime bien dans cet exemple-là, c'est que donc c'est aux marges, c'est un petit village qui s'est pris en main pour faire sa robustesse. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on en parle au journal de France 2 du 20h. Donc, la marge est en train de contaminer le cœur. Donc ça, c'est un exemple typique, voilà, de robustesse territoriale. Alors, sur la diapo suivante, d'autres exemples, hein, aux marges. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve le tout réparable. Le tout réparable, il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Des petites, des grandes entreprises, hein, c'est partout. Hein. Voilà, Brezelex, c'est de l'électronique agricole, voilà, ils ont traversé le désert pendant des années. Aujourd'hui, ils ouvrent des succursales aux États-Unis et en Australie. Hein. C'est pour dire qu'on change de monde, hein, quand même. Une petite boîte bretonne, hein, de réparation d'électronique. Hein. Bon, il y a plein d'exemples. Hein. L'extrême défi de l'ADEME, là, c'est des véhicules intermédiaires. Donc ça, c'est des petits véhicules qui sont entre une voiture et un vélo. En fait, ça, c'est une révolution dans le monde rural. Hein. Ça permet des petites mobilités, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, et surtout, c'est des objets qui sont entièrement démontables, entièrement interopérables. Ça redonne du sens à ce que c'est qu'un garagiste. Et entre parenthèses, quand il se passe ce qui s'est passé à Valence, où toutes les voitures partent à la casse, on ne peut rien en faire, quand c'est des véhicules intermédiaires, on peut les démonter et les remonter. Hein. Donc, en fait, on peut tout récupérer. Donc, en fait, ça, c'est adapté au monde fluctuant, quoi. Voilà. On n'est pas tous obligés d'avoir une voiture individuelle qui pèse 2 tonnes et pleine de cuivre, etc. Voilà, ça, vous le savez bien. Donc, du coup, le monde du réparable, en fait, on est en train de quitter le monde de l'économie propriétaire pour aller vers l'économie de l'usage. Hein. Et évidemment, hein, quand on fait du réparable, ça veut dire que ça dure et qu'on peut le transmettre, hein, qu'on peut le partager. Donc, c'est nettement plus vertueux. C'est aussi la réponse opérationnelle à l'obsolescence programmée. Hein, évidemment, quand c'est réparable, on ne fait plus des objets fragiles, hein, évidemment. Donc, voilà, il y a plein d'exemples. Là, je ne vais pas tout citer, mais c'est juste pour illustrer quoi, que ce qui se passe aux marges, c'est ça. C'est du réparable contre le jetable.
Alors, sur un diapo d'après, je ne sais plus ce que j'ai mis. Voilà, pour les ingénieurs, en fait, ça va inverser ce que c'est qu'un ingénieur. Donc, un ingénieur dans le monde de la performance, c'est quelqu'un qui fait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Bah, dans le monde de la robustesse, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui a les mêmes savoirs scientifiques, mais qui les met à profit de la robustesse. Donc, il développe des solutions robustes. Donc, c'est quoi les solutions robustes? C'est de la technodiversité. Ça veut dire qu'un ingénieur ne fait pas que la meilleure solution. En fait, il développe plusieurs solutions robustes. Il faut qu'il y ait un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Ça, c'est robuste. Et en plus, il faut viser l'autonomie technique des citoyens. Il faut que la technologie robuste soit appropriable, appréhendable, adaptable par les citoyens eux-mêmes. Donc, vous voyez, en fait, c'est un monde technophile, le monde de la robustesse. C'est le monde de la performance qui est technophobe, contrairement à ce qu'on croit souvent. Dans le monde de la performance, quand on fait une nouvelle technologie très performante, elle écrase les technologies plus anciennes. Ça, c'est technophobe. Et en plus, on éloigne les citoyens de la technologie. Donc, c'est doublement technophobe. C'est le monde de la robustesse qui est technophile. Donc, ça permet de se réapproprier notre lien à la technologie, aux techniques, au service de la robustesse. Donc, c'est ce qu'il faut dire aux élèves ingénieurs qui désertent. On a besoin d'eux. Mais par contre, c'est au service de la robustesse. OK, alors sur la diapo suivante, je pense que c'est les organisations. Voilà, pour les organisations, en fait, ce qu'on voit, c'est ce que je disais un petit peu déjà, ça se développe beaucoup à la marge. Les approches coopératives, les approches participatives, l'école du dehors, l'école de la coopération, les écoles de la coopération, les SCOP, les conventions citoyennes, tout ça, ça se développe très fort. Et c'est des approches plus lentes, plus hétérogènes, plus incohérentes. Mais par contre, ça crée de la robustesse territoriale à tous les niveaux. Il faut bien comprendre que la compétition, c'est très simple d'être compétitif. Il faut juste être violent. Dans la coopération, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut savoir parler à des personnes distantes, qui ont d'autres traditions, d'autres cultures. Il faut être exposé à des conflits, il faut savoir résoudre des conflits. C'est plus compliqué, donc ça demande de la pratique. Et donc cette robustesse, on va l'apprendre de ces collectifs qui sont déjà dans la coopération, qui ont appris. Donc là, il y a plein de ressources disponibles. Peut-être que je peux vous renvoyer au riposte créative territoriale, par exemple. Voilà, ça, c'est un exemple typique de système de coopération qui s'est développé pendant la période Covid et qui est très vertueux. OK, donc sur la diapo suivante, on arrive un peu à cet équilibre entre performance et robustesse. En fait, c'est très simple, mon message aujourd'hui. Dans un monde stable et abondant en ressources, on peut faire de la performance. Ça marche très bien. Et quand il y a une crise, on se pose la question de la robustesse. Dans un monde qui devient fluctuant, turbulent, instable et en pénurie chronique de ressources, le monde de la polycrise, on fait de la robustesse tout le temps et de temps en temps, on autorise la performance. Si vous voulez un modèle, c'est le pompier. Le pompier, quand il est au feu, il fait de la performance. Donc, il ne va pas faire une approche participative pour savoir qui va au feu, c'est de la performance. Mais par contre, le reste du temps, il dort, il se repose, il attend qu'on le sonne, il s'entraîne. Ça, c'est de la robustesse. En fait, on va rentrer dans ce monde-là, un monde nettement plus intéressant où on va beaucoup plus interagir. On quitte le monde de l'abondance matérielle pour entrer dans le monde de l'abondance des interactions. Donc ça, c'est la robustesse. Alors, dernière étape du chemin, c'est la pratique. Comment monter ça en échelle? Donc, sur la diapo suivante, comment on pratique pour la robustesse, comment on fait monter ça en échelle? Alors, je vais vous proposer quelques clés. C'est pas du tout prescriptif, évidemment, ce serait bien trop performant, évidemment. Donc, je vais juste vous donner des pistes de réflexion pour s'approprier la robustesse dans vos pratiques et dans nos pratiques à toutes les échelles. Ça va de l'individu jusqu'à l'organisation. Alors, allons-y. Donc, première diapo. C'est une révolution culturelle qui nous attend. La première chose à faire, en fait, c'est de réaliser que la question socio-écologique n'est pas une question technique. C'est d'abord une question culturelle. Il va falloir questionner la performance, il va falloir ringardiser la performance. La performance, c'est s'enferrer dans une voie étroite, mortifère, dans un monde fluctuant. Ici, là, je prends un exemple typique. Voilà, Javier Milei, président de l'Argentine, qui dit qu'il va réduire les services publics à la tronçonneuse. Donc là, vous retrouvez l'équation performance, compétition, violence. Et qu'est-ce qu'on voit? Depuis qu'il est élu, les inégalités sont en train de partir en hausse. Et donc ça, c'est un effet très direct de la perte des services publics. Donc enfin, ça, vous le savez bien, mais il y en a plein d'exemples. Aller sur Mars, voilà, c'est un projet de mort. Enfin, c'est très facile. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est un exercice à faire tout simple. Dans les textes où vous voyez le mot performance, efficacité, etc., vous remplacez ces mots-là par le mot violence. Et vous allez voir l'autre facette de la performance. Ce n'est pas pour dire qu'il faut arrêter d'être performant, ce n'est pas ce que je dis, mais il faut la mettre à sa place, au second ordre. Ce qui doit être au premier ordre, c'est la robustesse. Comme le pompier. Le pompier ne fait pas de la performance tout le temps, il fait d'abord de la robustesse.
Voilà, ringardiser la performance. Donc ça, c'est la révolution culturelle. Diapo suivante, une première clé, c'est la santé commune. Alors là, la pyramide que vous voyez, ça, c'est la pyramide qu'on a aujourd'hui dans le monde drogué à la performance, où en fait, on pense que tout projet doit avoir une solide fondation économique. S'il y a une solide fondation économique, alors ça fait du lien social. S'il y a du lien social, dans le temps qui nous reste, on va s'occuper de ce qu'on appelle de façon très périphérique l'environnement. Bon, bah, cette pyramide, quand on réfléchit bien, elle n'a aucun sens parce que c'est une pyramide qui est fondée sur de l'économie. L'économie, c'est des maths, c'est une abstraction. Il n'y a pas de base physique à cette pyramide. Donc en fait, si on réfléchit bien, il manque une brique. Sous l'économie, il faut mettre une autre brique qui est des ressources abondantes et pas chères. Du pétrole, des métaux, des ressources naturelles. Alors là, ça marche. Là, l'économie, en fait, marche. Son rôle, l'économie, c'est de gérer l'abondance de ressources. C'est la stratégie du parasite. Dans le monde vivant, c'est exactement ce que fait un parasite. Il gère l'abondance de ressources. Donc ça, ça marche très bien tant que les ressources sont abondantes et avant qu'il y ait des externalités négatives. Aujourd'hui, non seulement les ressources ne sont plus abondantes, mais en plus, il y a plein d'externalités négatives. Il y a plein d'effets boomerang. Donc ça ne marche plus, cette pyramide. Donc il faut inverser. Donc sur la diapo suivante, et bien, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'inversion, c'est cette pyramide-là. Tout projet, aujourd'hui, doit d'abord prendre soin des milieux naturels. Donc, c'est ce qu'on appelle la santé commune à l'Institut Michel Serres. Le soin au milieu naturel, si on prend soin des milieux naturels, alors il y aura du lien social. Donc, ça, c'est la santé sociale. Et s'il y a du lien social, alors ça créera des modèles économiques. Et donc, l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et ça, c'est sa place. Il faut que l'économie soit dans le social. Il ne faut pas que le social soit dans l'économie. Sinon, on fait rentrer la société dans un modèle économique obsolète. Donc, c'est maintenant à l'économie de suivre la société. Et vous voyez, en fait, et donc de suivre l'environnement. Enfin, vous voyez, c'est en cascade. Donc, en fait, vous voyez, j'ai mis deux phrases en dessous, là. Ça permet de résumer la santé commune, finalement, quelque part. Dans le monde, dans les années 80, quand on pensait au développement durable, par exemple, on se posait la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Bon, ça, c'est complètement à côté de la plaque. C'est comme si nos activités avaient un impact sur l'environnement. Alors, le monde fluctuant, ce n'est pas une variable, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir changer. C'est inéluctable. C'est trop tard pour éviter les fluctuations. Donc, ça va fluctuer. Donc, il ne faut pas se poser la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Il faut se poser la question de l'impact de l'environnement sur nos activités. L'environnement, notre milieu va devenir très fluctuant. Il faut qu'on ajuste nos activités à ce niveau de fluctuation. Ça change tout. Et donc, c'est pour ça qu'on met d'abord la robustesse avant le développement durable. Voilà, c'est une fantaisie, le développement durable, c'est un oxymore. Donc, en fait, on va faire de la robustesse d'abord. Et donc, c'est carrément autre chose. Enfin, on va quand même taper dans les solutions du développement durable, mais on va faire le tri. La robustesse sera le critère de tri. Donc voilà, donc ça inverse l'économie. Alors, sur la diapo suivante, quelques clés peut-être un peu plus opérationnelles. Alors, pour développer sa robustesse territoriale, il y a une chose à faire indispensable, c'est de cartographier son territoire. En fait, il faut se poser la question du lien entre son organisation et son territoire. La robustesse demande un ancrage territorial. Donc là, j'ai mis à gauche là, un exemple pour une cartographie pour une tasse de café. Bon, c'est juste pour illustrer, mais c'est le type de carte qu'on peut faire. D'où vient mon café, qui l'a produit, quelles sont les machines, comment ont été produites ces machines. Et pour une organisation, donc là j'ai pris l'exemple de Pocheco, c'est une entreprise qui fabrique des enveloppes à Lille, qui a fait ce choix-là depuis 25 ans, de faire une cartographie et de faire de la robustesse son modèle de développement économique. Et donc, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils ont cartographié d'où viennent tous les éléments nécessaires à leur activité. Donc, d'où vient l'eau, d'où vient l'énergie, d'où viennent les fournitures, etc. Et ils ont tout doublonné. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fournitures qui viennent de loin, il y a des fournitures qui viennent de proche. L'eau, c'est de l'eau municipale, mais c'est aussi de l'eau de pluie. L'énergie, c'est des panneaux solaires, mais c'est aussi de la biomasse produite locale, etc. Ils ont aussi des plantes qui dépolluent les effluents des machines. Enfin, voilà, tout un système. En fait, ils ont fait un partenariat avec les êtres vivants. Et donc, c'est ça, quand je parle de préserver la biodiversité, c'est ça. C'est pas juste prendre soin d'une orchidée endémique sur le territoire. C'est faire un partenariat avec les êtres vivants sur le territoire, avec les non-humains sur le territoire. Et donc là, les plantes participent à l'activité économique. Et donc, c'est un échange. C'est vraiment un partenariat. Et donc, ça, c'est une entreprise qui est extrêmement robuste parce qu'en fait, elle est beaucoup moins sensible à la guerre en Ukraine, par exemple, parce qu'elle a une forme d'autonomie énergétique. Elle a une autonomie sur son eau. C'est une forme d'autonomie active. Mais ce n'est pas du survivalisme parce que c'est, au contraire, cette autonomie locale stimule les interactions avec la collectivité. Ils ont des partenariats avec les pompiers du coin pour récupérer des essaims d'abeilles sauvages qui vont polliniser
leur verger en agroforesterie. Ils ont des collaborations avec les paysans du coin pour faire de l'agroécologie sur leur foncier qui nourrit leurs employés. Enfin, oui, c'est ça, hein, le futur. C'est beaucoup d'interactions avec la stimulation de l'autonomie active. Et donc, on met la robustesse avant la rentabilité. En fait, j'aurais pu le dire différemment. Dans le monde de la performance, la rentabilité d'une organisation était corrélée à sa performance. Bah, ça, c'est complètement faux dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources. La rentabilité d'une organisation, elle est d'abord corrélée à sa robustesse. C'est ça qu'il faut dire aux entreprises, hein. Les entreprises qui misent sur la performance dans un monde instable, ce seront les plus fragiles. Elles vont tomber. Ce sont les entreprises robustes qui vont survivre dans un monde fluctuant, hein. Et donc, c'est aussi leur rentabilité. Bon, cartographie du territoire. Donc ça, c'est vrai à toutes les échelles. Diapo suivante, il faut que j'avance, ouais, mais je suis quasiment à la fin. Des nouveaux outils, c'est les stress tests. Alors, j'ai bien tapé sur les indicateurs de performance, hein, donc voilà, la loi de Goodhart, hein, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. L'indicateur de performance n'est plus adapté dans un monde fluctuant. L'indicateur de performance, c'est un outil statique, alors que le monde devient dynamique. Donc, ça ne marche plus. L'indicateur, ça fait l'hypothèse que le monde est stable, hein, un indicateur. Si demain est différent d'aujourd'hui, un indicateur, ça ne sert à rien. Donc, en fait, on bascule des indicateurs au stress test, au test de robustesse. Le stress test, hein, c'est un outil dynamique adapté à un monde dynamique. Donc, dans un monde fluctuant, le type de questions qu'on se pose, hein, donc c'est des jeux, c'est des scénarios, c'est le jeu Tumult, hein, pour la métropole de Lyon, par exemple. Et ben, c'est un jeu où, en fait, on fait tanguer les paramètres. On se dit, ben voilà, l'année prochaine, le pétrole est 30% plus cher. Qu'est-ce que ça change à mon activité? Qu'est-ce que ça change à mon territoire? L'année prochaine, je prends une méga inondation dans mon territoire. Voilà. Qu'est-ce que ça change à mes activités? L'année prochaine, il y a un virus informatique qui éteint Internet pendant 6 mois sur toute la planète. Qu'est-ce que ça change à mes activités? C'est ça un test de robustesse, hein. Et donc, si on le fait sérieusement, eh ben, on va augmenter les marges de manœuvre. Et quand on augmente les marges de manœuvre, eh ben, on développe sa robustesse. Et quand une crise arrive, et ce sera encore une autre crise, hein, celle qu'on n'a pas prévue, eh ben, vu qu'on a augmenté les marges de manœuvre, on sera capable de passer cette crise. C'est ça, hein, le stress test. En fait, ça force notre cerveau, hein, qui pense le monde stable par défaut, à penser le monde instable. C'est à ça que ça sert. Peut-être que vous avez écouté, là, la Suède est en train d'éditer un manuel de survie, hein. Alors, c'est plus par rapport à la guerre en Ukraine, hein. Mais en fait, c'est intéressant leur manuel parce qu'il intègre tout, hein. Ce n'est pas seulement la crise géopolitique, c'est aussi la crise écologique. Et donc, c'est un manuel pour que les citoyens aient un peu un stock d'aliments, de l'eau, qu'ils soient capables d'identifier les endroits où se protéger, qu'ils aient un plan B, etc. Donc, en fait, il y a des municipalités, des États, littéralement, hein, qui commencent à développer des stress tests nationaux. Et ce n'est pas pour faire peur, hein. Oui, le truc, hein, c'est plutôt pour réenchanter le risque. C'est qu'en fait, c'est dans le monde de la performance qu'on a peur du risque. Parce que justement, on ne l'a pas prévu. Donc, quand la crise arrive, c'est la catastrophe. Dans le monde de la robustesse, parce qu'on a pris des marges de manœuvre, parce qu'on a tout construit sur un certain niveau de risque, et ben du coup, ce n'est pas un problème quand il y a la crise, parce qu'on a des plans, on s'est préparé. Et donc, en fait, je ne veux pas dire que c'est joyeux, mais presque. C'est qu'en fait, on a tout construit dessus. Donc, quand ça arrive, en fait, c'est plutôt une opportunité pour tester des nouveaux projets, des vieux projets qui étaient avortés, ben, d'un seul coup, ils deviennent pertinents. Enfin, voilà, c'est plutôt ça, hein. On va regarder dans les vieux cartons des projets qui, d'un seul coup, sont plus intéressants. Ok, sur la diapo suivante, pour pas que je sois trop long, sur la diapo suivante, voilà, juste peut-être pour presque terminer, si vous voulez creuser cette histoire de robustesse, il y a des formations qui commencent à se multiplier sur la robustesse, donc notamment les Belges, hein, la Wallonie, Bruxelles, c'est un territoire qui est très en avance là-dessus. Il faut dire que les médias m'ont beaucoup invité là-bas, donc du coup, ils en parlent beaucoup. Mais voilà, larobustesse.org, c'est un site totalement open access, toutes les ressources sont là, et donc il y a des formations qui se développent à peu près partout, donc surtout dans la partie francophone, hein, donc voilà, on va dire Belgique-France, quoi. Et c'est donc Gatien Bataille, Laurent Marceau, voilà, c'est des gens qui sont très très bien, qui sont très bien formés à ça et qui font voilà, il y a des formations. Donc il y a des formations de formateurs, donc c'est en train de se déployer. Et sur la diapo suivante, je pense que j'ai juste mis quelques pubs si vous voulez creuser avec des bouquins disponibles dans toutes les bibliothèques, évidemment. L'antidote au culte de la performance, donc ça c'est un manifeste de 60 pages, un texte d'intervention très court, mais c'est que des punchlines, hein, grosso modo, donc il n'y a pas de référence, mais c'est pour changer les mentalités, un texte d'intervention. La troisième voie du vivant, c'est 300 pages, 500 références, donc c'est le même sujet, mais développé, à la fois sur le plan biologique et social. L'incohérence, c'est sur le rôle des incohérences pour lutter contre la polarisation sociale. Donc ça, c'est le petit dernier de mars dernier.
À vrai dire, je ne pensais pas que ce serait aussi pertinent dans le monde qu'on vit après les élections législatives, Trump et compagnie. Là. Bon. Le manifeste pour une santé commune avec les collègues de l'Institut Michel Serres, l'entreprise Orbus qui est sortie en février. Il y a un MOOC aussi, Construire la robustesse chez Sator. En fait, Sator, c'est un super. Donc, c'est 10 heures, hein, 20 fois une demi-heure de MOOC sur Construire la robustesse dans les différentes dimensions. Et Sator, il y a plein d'autres ressources hein, sur l'eau, sur ce que vous voulez. Quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et un TEDx, des conférences YouTube et aussi des ressources sur le site de l'Institut Michel Serres. Il y a un onglet S'impliquer où vous pouvez trouver des ressources pour les premiers pas et pour les formations. Voilà, je m'arrête là. J'étais un petit peu rapide, mais j'espère que vous m'avez suivi. Merci, je serai heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Olivier. C'était très clair, très instruit. Ça fait même beaucoup de bien, comme je relève dans le chat. On va passer à vos questions. Donc, comment faire? Voilà, il y en a qui ont suivi déjà pas mal de visioconférences. Donc, vous levez la main sur Teams. Je vais vous donner accès à votre micro, c'est-à-dire que vous aurez, dès que je vous le dirai, la possibilité de l'ouvrir et de poser votre question. Vous pouvez aussi allumer votre caméra. N'hésitez pas pour cela. On s'arrêtera à midi précisément par rapport aux questions, ça je vous le précise. Donc ne soyez pas frustrés si on ne peut pas tout gérer parce que ça donne envie de poser plein de questions. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais donner accès hop, à Marie-Dominique. Marie-Dominique, tu peux allumer ton micro. Sauf si tu es dans une grande salle peut-être. Je ne sais pas. Donc, le micro est activable. Vous cliquez dessus pour poser ta question à l'oral. Marie-Dominique. Alors, je vais passer la main à une autre personne le temps qu'on gère la problématique. N'hésite pas, Marie-Dominique, à m'écrire dans le chat la problématique que tu rencontres. Estelle, tu peux poser ta question, ton micro est activé. Oui, bonjour. Alors, je ne peux pas allumer ma caméra, mais donc je suis chargée de mission déchets économie circulaire à la région et on accompagne des entreprises à la marge, comme vous avez dit. Le problème, je l'ai mis dans le chat, c'est que on constate que dans le monde actuel, en tout cas, il y en a pas mal qui se cassent la figure et qui ont des modèles économiques qui ne tiennent pas le coup. Donc, ma question, c'est un peu quelle est la solution Ouais. face à ça? Parce que c'est vrai que par rapport aux grosses boîtes à côté qui sont des rouleaux compresseurs, c'est un peu compliqué. Ouais, alors une solution, c'est vraiment la solution du vent, c'est la coopération territoriale. Hein. Donc ça veut dire que c'est une inspiration, par exemple, c'est les districts industriels du nord de l'Italie, où c'est des petites PME qui, si elles étaient toutes seules, se feraient bouffer tout cru par les grands groupes. Mais ce qu'elles ont fait, en fait, ces petites PME, c'est qu'elles se sont mis en réseau, elles ont mutualisé, elles ont mis des fonds communs, des pots communs, des services partagés, des ateliers de réparation partagés, des choses comme ça. Et le nord de l'Italie n'a pas délocalisé. Contrairement à la France, hein, qui a mis l'accent sur la compétitivité et qui veut maintenant réindustrialiser, il y a une contradiction dans les termes. Hein. Quand on fait de la compétitivité, on pousse à la délocalisation. Donc en fait, c'est un des secrets pour ces boîtes qui sont plutôt vertueuses mais qui sont petites, c'est de coopérer très fortement. Hein. C'est la phrase d'Eisenhower, quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. Donc, c'est très clair qu'une petite entreprise qui fait de la circularité, qui est plutôt vertueuse, ne va pas trouver sa solution dans un monde concurrentiel toute seule. Il faut que ce soit un réseau très fort d'entraide. Mais ça veut dire que c'est un autre mode de fonctionnement. Hein. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être circulaire ou de faire des objets biosourcés ou je ne sais pas quoi. Il faut aussi avoir des mécanismes de coopération entre les entreprises dans le territoire. Et c'est ça qui, à mon avis, permet de contrebalancer et quelque part de ringardiser le grand groupe compétitif qui est le bulldozer, quoi, hein, qui écrase tout sur son passage. Merci. Alors, Marie-Dominique, a priori, a résolu son problème de micro. Marie-Dominique, c'est à vous. C'est ça, merci, excusez-moi. Moi, ma question, parce que j'ai bien aimé tout ce que vous avez raconté, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on est la seule espèce vivante qui a mis la performance au maximum alors que tous les autres êtres vivants du monde ne font pas ça? Alors en fait, on a fait comme les autres. Hein. C'est juste que, enfin, c'est une lecture. Hein. Je vous donne mon interprétation à débattre. Hein. Mais il y a 10 000 ans, quand on a inventé l'agriculture, en fait, on s'est mis dans un monde d'abondance.
on a créé, on a sécurisé notre prise alimentaire, on a contrôlé la nature, et domestication, etc. Hein, enfin, faire grossir les tomates, les aubergines, tout ça dans l'Amérique du Sud, etc. Enfin, bon, un peu partout, quoi. Et quand on a fait ça, en fait, on s'est mis sur les rails d'avoir un environnement abondant en ressources. Les êtres vivants, quand ils sont dans un monde abondant en ressources, font de la compétition, font de la performance. Et donc nous, c'est juste que vu qu'on a peut-être un cerveau un peu plus développé que la moyenne, on est allé jusqu'à taper dans des ressources fossiles, du charbon, du pétrole, maintenant des métaux. On a voyagé, voilà, la mondialisation, la colonisation, et du coup, on a eu accès à énormément d'abondance. Donc ça peut être ça la différence par rapport aux autres êtres vivants, mais par contre, on se comporte comme des parasites. Les parasites font exactement ça. Et quand je dis parasite, c'est au sens très général. Hein. Si on prend une algue verte qu'on met dans de l'eau chaude avec beaucoup de nitrates, beaucoup de phosphate, donc en situation d'abondance de ressources, elle va pulluler, elle va proliférer, elle va tout tuer sur son passage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources et elle va collapser. Donc là, actuellement, la trajectoire que les humains prennent, c'est celle-là, c'est-à-dire d'épuiser les ressources jusqu'au collapse. Alors heureusement, on a des capacités de modélisation, de prédiction, donc c'est pour ça que voilà, il y a des COP, etc. Enfin, on commence quand même à réfléchir à la question. Donc la vraie question pour moi, c'est est-ce qu'on sera la seule espèce vivante à être capable de bifurquer avant d'arriver au collapse? Parce qu'en fait, à mon avis, c'est ce qui va se passer. On est en train de basculer en ce moment. Alors que peut-être qu'une espèce vivante sans capacité de projection continuerait à exploiter les ressources comme le patron de Total, quoi. Là, pour le coup, là, c'est vraiment juste un parasite. Est-ce que je peux répondre? Parce que pour moi, un bon parasite ne doit pas détruire son environnement puisqu'il ne pourra pas avoir d'avenir. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à comprendre ça? Est-ce que tout le monde comprenne que dans notre attitude de parasite, on s'auto-détruit? Oui, bien sûr. Alors, les fluctuations du monde vont nous aider. Hein. C'est que qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, une méga inondation, une méga tempête, une crise sociale, des gilets jaunes, tout ça, ça tape pour tout le monde. Enfin, vous voyez bien qu'on est dans un climat quasiment pré-insurrectionnel. Hein. Donc, en fait, on est dans un monde enfin, les fluctuations vont nous aider à tourner avant. Le maillon faible n'est pas écologique, c'est le maillon social qui lâchera en premier. Donc c'est ça quelque part qui va nous aider à ne pas aller trop loin dans la destruction de notre habitat terrestre. On est allé très loin hein, quand même, hein, mais on ne va pas aller trop loin, quoi. Et la biodiversité, en plus, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est réversible hein, quand même, enfin, très largement. Quand on n'a pas détruit les derniers individus, on peut tout restaurer très rapidement. Mais par contre, il faut lui laisser de la place, quoi. Voilà, ça c'est la clé. Mais moi, donc je serais quand même plus positif dans le sens où, par rapport à un parasite qui peut en effet s'arrêter avant, bah, nous aussi finalement on peut s'arrêter avant et ce sera le maillon social qui va nous empêcher d'aller trop loin, quoi. Par contre, ma question, moi, c'est plutôt, plus tôt on tourne et moins on fait de casse. Donc en fait, plus on attend et plus on fait de casse, quoi. Donc ça devrait être la priorité numéro 1 de bifurquer le plus tôt possible, quoi. Et donc là, je suis d'accord, c'est une question politique. Quand je prenais, je m'arrête là après, je prenais l'exemple des nuées d'oiseaux, il ne faudrait pas trop mal interpréter ma métaphore. Hein. C'est-à-dire que ça pourrait donner l'impression que c'est totalement dépolitisé, c'est-à-dire que les systèmes basculent quoi qu'il arrive. Alors nous, les humains, nous les décideurs, hein, tout le monde est décideur hein, à toutes les échelles finalement, on a un rôle de décision à peu près tout le temps. Hein. On peut accélérer cette contamination du cœur. Donc c'est ça notre rôle politique, c'est d'accélérer la contamination des marges vers le cœur, vers plus de robustesse. Merci. Je laisse la parole à Monique Chou. Ton micro est activable, allumable. Posez ta question. Oui, bonjour. Donc moi, je travaille au sein du pôle des solidarités dans un conseil départemental et j'ai parfois l'impression d'être un hamster dans une roue où effectivement la question de la performance est... alors ça fait quelques années maintenant que je travaille dans ce milieu, mais la question de la performance, elle est de plus en plus activée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous demande à chaque instant des indicateurs, etc. Et cette question de la robustesse, alors j'avais suivi la conférence avec M. Delarue, elle me parle énormément, mais en même temps, effectivement, il y a cette question d'aller essaimer cette bonne parole, entre guillemets, auprès des politiques, auprès des équipes où on n'est pas sensibilisé du tout à ça. Et je suis très intéressée, mais en même temps très interrogative, c'est-à-dire comment on peut sensibiliser nos politiques, nos élus, où on est aujourd'hui on nous affole beaucoup avec ces questions budgétaires, voilà, mais en même temps c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on n'a plus de ressources.
Et en même temps, comment on fait pour travailler cette question de la robustesse quand on parle de protection de l'enfance, quand on parle de bénéficiaires du RSA, etc. Voilà. Oui, sujet difficile. Alors, il y a peut-être pardon. Ouais. Juste pour peut-être aider aussi sur la sémantique, quand, le hamster dans sa roue, en fait, c'est intéressant comme analogie parce que c'est la différence qu'il y a entre être dans le pétrin et être en crise. En fait, quand on a un hamster dans sa roue, on est dans le pétrin. Et donc là, on est exactement dans ce que vous décriviez. C'est-à-dire que quand on est dans la performance, plus on est performant et plus on doit être performant. Donc c'est une exponentielle toxique. D'ailleurs, c'est pire que ça. D'ailleurs, c'est un piège. Hein. C'est ce que les systémiciens appellent le piège de l'efficacité. C'est-à-dire que quand on est dans le pétrin, quand on augmente en efficacité, quand on augmente en performance, souvent, ça apporte une solution à court terme. Et donc, on a l'impression que ça marche. Le seul problème, c'est qu'on s'est enferré dans une voie encore plus étroite, on s'est encore plus canalisé, et ce sera encore plus dur pour en sortir. Donc, la réponse à être dans le pétrin, c'est être en crise. En fait, une solution pour en sortir, c'est de générer la crise. Donc oui, il faut vraiment penser à l'envers. Hein. En fait, quand on est dans le pétrin, il faut sortir de la roue. Et donc, il faut créer les conditions de la crise. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Bon, il y a enfin, les mouvements sociaux, etc. Ça, c'est une façon de faire. Mais c'est aussi prendre les opportunités, ne pas gâcher les crises. Il y a plein de crises qui nous arrivent, hein, dans tous les sens. Et donc, en fait, les crises, ce sont des opportunités pour dérailler. C'est là où il y a du jeu dans les roulages. Hein, c'est là qu'il se passe des choses. Et donc, c'est là qu'il faut avoir le critère de robustesse en tête pour faire le tri dans les solutions. Le pire, c'est quand il y a une crise et qu'on répond en augmentant encore plus la performance. Alors là, on s'enferme encore plus dans sa roue de hamster et on en sort. Alors du coup, pour le propager, alors vraiment j'insiste sur le côté révolution culturelle, il faut désintoxiquer son entourage, ses collaborateurs, ses directeurs, enfin tout votre entourage à la performance. C'est-à-dire vraiment matin, midi et soir. Hein. C'est qu'en fait, il faut bien considérer que nous sommes toutes et tous, moi compris, dans une dérive sectaire de la performance. On ne questionne plus la performance. La performance est toujours la solution, alors que c'est en général le problème. Et donc, du coup, il faut en parler matin, midi et soir, parce que c'est beaucoup plus compliqué de parler d'une idée nouvelle quand le terreau est contraire. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un travail de désintoxication, et donc ça veut dire qu'il faut en parler matin, midi et soir. Et donc, voilà, je vous ai donné quelques clés. Hein, remplacer performance par violence, ringardiser, utiliser dans les médias. Tous les jours, il y a des exemples, hein, donc vous pouvez y aller. Et à force, mais par contre, proposer un contre-modèle. Quitter la performance, ça fait pas peur, quoi. C'est au contraire accueillir la robustesse, quoi. La diversité des interactions, ça fait plutôt, enfin, ça peut donner envie. Il faut créer du désir avec cette idée-là. Alors, on va créer du désir. Yes. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est bon. Il y a un petit laps. Lorraine, oui, c'est moi, j'ai pas activé mon propre micro, forcément ça ne va pas marcher. Lorraine, ton micro est activable, tu peux poser ta question. Bonjour, merci pour votre conférence qui nous invite à penser un peu autrement. Mais alors du coup, moi j'ai peut-être un peu encore du mal à me désintoxiquer. Mais en fait, je me pose des questions notamment pour la sobriété, qui est quand même, on se dit qu'il faut aller vers plus de sobriété. Et vous nous parlez de redondance et je trouve que c'est un petit peu contradictoire. Ouais. Et aussi, j'ai une question par rapport à la performance. Alors, j'ai compris votre conférence, mais par exemple, sur la réparabilité, c'est aussi un indicateur, quelque chose il faut être performant, par exemple, sur la réparabilité. Enfin, il y a quand même, j'ai du mal à me dire qu'il faut complètement arrêter la performance. Voilà. Non, il ne faut pas complètement l'arrêter. Alors, du coup, je vais répondre sur la sobriété. Donc, la sobriété, il faut la générer. Mais ça ne veut pas dire que quand on commence par la sobriété, on n'arrive pas à la sobriété. Il faut créer les conditions qui génèrent de la sobriété. Ces conditions, c'est la robustesse. Alors, je prends l'exemple du réparable. Un objet réparable, en général, il est plus gros. Il consomme plus de ressources. Il y a des gros boulons pour pouvoir le réparer soi-même. C'est moins sobre. Mais par contre, vu que c'est réparable, ça va pouvoir durer, on va pouvoir le transmettre. Ça génère de la sobriété. Parce que du coup, on arrête avec des objets qui sont très sobres, mais qui sont très fragiles et qui, en fait, sont du jetable. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la robustesse, quand je disais que la sobriété, c'est un très bel objectif, c'est une très mauvaise stratégie, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut commencer par la robustesse parce que ça génère de la sobriété. Donc, je ne crache pas sur la sobriété, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Quand on fait de la robustesse, on génère de la sobriété sans s'en rendre compte. Quand on fait de la robustesse,
ça répond à une pulsion humaine profonde, celle de durer et transmettre. On peut embarquer un collectif avec la robustesse. Avec la sobriété, on ne va pas embarquer un collectif. La nécessité de réduire ne répond pas à tout le monde. Quand on est pauvre, on ne peut pas répondre à la nécessité de réduire. Ce n'est pas universel. Donc, il faut commencer par la robustesse, ça génère de la sobriété. Et sur le réparable, alors du coup, je ne me souviens plus exactement de la question, enfin, sur les redondances et tout ça, là, non, c'était… Non, c'était par rapport à la performance, aux indicateurs. Oui, les indicateurs. Voilà. Alors, en fait, c'est une question de hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des objets réparables, on donne le primat à la robustesse. Après, une fois qu'on a fait des objets robustes, on peut en effet mettre au second ordre de la performance. Alors, je vais vous partager un exemple. J'étais voir les collectivités territoriales du sud de Lyon. Ils présentaient leur plan climat. Donc, j'avais parlé de mon compromis performance-robustesse. Et les élus, ensuite, se sont excusés d'avoir choisi les panneaux solaires les plus performants. Un peu en blaguant. Hein. Donc, c'est exactement ça. Quoi, hein. Et alors, en fait, c'est là que c'est incroyable. C'est qu'en fait, ce qu'ils avaient fait au premier ordre, c'était de diversifier les sources d'énergie. Donc, ça, c'est de la robustesse. Et ensuite, si on choisit des panneaux solaires performants, mais ça, c'est pas grave, parce qu'au premier ordre, on a d'abord diversifié les sources d'énergie. Donc, en fait, même quand on fait de la robustesse, on pense qu'on fait de la performance. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point on est intoxiqué par la performance. C'est-à-dire que quand on fait de la robustesse, on pense qu'on fait de la performance. Et donc, c'est pareil pour la réparabilité des produits. Il y aura des indicateurs de performance pour la réparabilité des produits, mais qu'on mettra au second plan. La première chose à faire, c'est de mettre des objets réparables et d'avoir une diversité des plans A, des plans B, des plans C. Ça, c'est de la robustesse. Et il y aura quand même de la performance, mais voilà, au second ordre. Ouais, on n'entend pas le micro, Thomas. Ouais. Et toujours moi. Donc François, ton micro est allumable, pardon. C'est pour éviter de faire du bruit sonore. Voilà, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Parfait. Donc François Denis de l'Adréal. Donc moi j'avais une petite remarque et une question surtout. La remarque, c'est au niveau de la définition de l'économie que vous avez donnée, qui était uniquement applicable en cas d'abondance. Alors pour moi, ce que j'ai appris en cours, c'est que l'économie, c'est justement la gestion de la rareté des ressources. Et que c'est le prix qui permet, quand il est sain, que l'économie n'est pas faussée par des banques centrales qui font un peu n'importe quoi, de déterminer qu'est-ce qui est le plus pertinent à faire. Donc c'est juste une remarque, c'est que je pense qu'il faut quand même plus de vraie économie et pas moins d'économie comme on pourrait le comprendre au premier abord par votre discours. Et donc ma question, c'est surtout que si on vous suit sur la robustesse, et je suis assez d'accord avec vous, on arrive totalement à la fin de la méthode politique de planification, puisqu'on ne sait absolument pas dans de l'incertain, sans possibilité de prédéterminer ce qui va arriver. Et donc il faut arriver à ce qu'on appelle de l'empowerment citoyen, du renforcement de la puissance des citoyens et de leur autonomie. Et alors qu'aujourd'hui, nous, on constate au niveau des pouvoirs publics que dès qu'il y a le moins de problèmes, les gens se tournent comme des bébés vers l'État. Et donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça pour faire que les gens montent en compétences et se soient moins dépendants de l'État? Oui, très bien. Alors, sur l'économie, je vais quand même vérifier. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut moins d'économie. En fait, il faut mieux d'économie. Pour le dire comme ça. C'est qu'en fait, on a eu une économie qui a été dominée par un modèle, on va dire, pour le dire rapidement, néolibéral, plutôt parasite, qui gère plutôt l'abondance des ressources. Je comprends l'histoire de la rareté, mais au final, l'économie actuelle, elle est plutôt basée sur une gestion d'abondance. Et c'est évidemment complètement au contraire. Pour vous donner un exemple, quand même, dernièrement là, sur France Culture, il y a un économiste qui était interviewé et qui répondait à la baisse de la natalité en disant qu'on va répondre à ça en faisant des politiques natalistes, en faisant l'immigration et en remplaçant les humains par des robots. Bon, quand on fait ça, ça veut dire qu'on est incapable de sortir du modèle économique. On fait rentrer le social dans l'économie. C'est vraiment le contraire. C'est un projet de mort. Remplacer les humains par des robots, c'est encore un projet de mort. Donc, le rôle de l'économie, qui est très fertile, c'est au contraire de faire rentrer l'économie dans le social. Et donc, du coup, c'est une économie beaucoup plus diverse. Alors, ça, c'est pour l'économie. Et du coup, j'ai perdu le fil. C'était oui, sur l'empowerment de citoyens. Ouais. Comment faire monter les gens en compétence et en autonomie. Oui. Alors, en fait, exactement. Et donc, j'aime bien le mot empouvoirment des Canadiens, des Québécois. En fait, c'est la différence qu'il y a entre pouvoir et puissance. Dans le monde de la performance, ce qui domine, c'est le pouvoir. Donc, ça vient d'en haut. C'est le décideur qui dit je veux et je sais comment faire. Et du coup, le citoyen est un consommateur. Dans le monde de la robustesse, le décideur dit j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Donc, pour mobiliser un collectif, ce qu'il faut mettre au milieu de la table, c'est du désir et le manque de solution. C'est le contraire. C'est plus du vouloir, c'est du désir. Ce n'est plus la solution, c'est le manque de solution. Si on met le désir et le manque de solution, là, on va fédérer un collectif. Là, vous avez l'exemple typique, c'est la Convention citoyenne sur le climat.
un enjeu qui nous dépasse, on ne sait pas comment y répondre, on fait appel à 150 citoyens tirés au sort, hétérogènes, incohérents, il y a des climato-sceptiques dedans. Et qu'est-ce que ça produit? 149 propositions plus ambitieuses, plus légitimes que ce qu'auraient fait des députés ou des experts, et qui sont adoptées à 96% par les 150 citoyens. Donc ça, ce type d'imaginaire-là, de processus, ça crée de la robustesse parce que c'est même robuste à la perte du décideur. C'est-à-dire que si le décideur n'est plus là, le collectif là, va continuer à travailler, ça va se déployer, ça va se propager. Donc ça, c'est robuste. Donc en fait, les approches participatives, voilà, coopératives, c'est certainement une clé. Une autre clé, c'est la gouvernance des biens communs d'Elinor Ostrom. En fait, penser son organisation comme un commun. Et donc, ce n'est pas du tout une approche survivaliste, hein, on est d'accord. Hein, c'est vraiment des communs pour qu'ils fonctionnent. Il faut qu'il y ait de l'autonomie locale et beaucoup d'interactions avec les autres collectifs périphériques, quoi. Et donc là, il y a 8 principes dans la gouvernance des biens communs qu'on peut très bien appliquer à des collectifs pour qu'ils développent leur robustesse dans la durée. Merci beaucoup. Merci. Corinne, c'est à toi, tu peux allumer ton micro. Oui, bonjour. En fait, je rebondis sur l'exemple que vous avez donné sur la délocalisation des entreprises. En Italie, ils n'ont pas délocalisé alors qu'on l'a fait en France. Et du coup, je m'interroge, est-ce que vous avez, à votre avis, est-ce que vous savez si les entreprises françaises les grandes entreprises françaises qui pensent plutôt à la performance économique, c'est-à-dire donner des dividendes, faire du profit. Du coup, on arrive à la solution de délocaliser l'entreprise et la production. Est-ce que, à votre avis, des entreprises, commencent à prendre conscience de ce que vous dites? Est-ce que vous avez l'occasion d'intervenir dans ces entreprises? Parce que moi, du coup, ça m'inquiète un peu par rapport au monde extérieur que la fonction publique, en tout cas. Oui, alors je parle souvent aux entreprises, et alors c'est aussi une stratégie, ça répondra peut-être aussi un peu à une question qui a été posée juste avant. Vous savez, dans les tourneaux, là, la nuée des tourneaux, où est l'endroit le plus fertile pour faire changer les choses? Alors, ce n'est pas la peine de passer trop de temps aux marges, parce que ça, c'est des collectifs qui sont déjà au courant, ils sont déjà dans la robustesse, ils ont déjà compris, donc ce n'est pas la peine ils connaissent déjà. Le cœur du système, voilà, Total, McKinsey et compagnie, là, ça ne sert à rien non plus parce qu'ils ne vont jamais rien changer. C'est une zone pathogène. Donc, en fait, la couche qu'il faut cibler, c'est la couche intermédiaire. Donc, en fait, c'est des collectifs, des entreprises, des associations qui sont dans le trouble, dans l'arrêt, qui commencent à se poser des questions, qui se disent, mais là, c'est toxique, je sors d'un burn-out, voilà, ce genre de questions-là. Eux, il faut aller les voir. Et donc, ce qu'on voit dans les entreprises, donc les plutôt petites et moyennes, eh ben, ils sont soumis à des très, très fortes fluctuations. Ils se rendent bien compte que le modèle est en train de se casser, hein, et à court terme. Hein, enfin, là, je parle de quelques années, là, hein, enfin, on est vraiment au seuil. Hein. Donc, ils voient bien que c'est en train de se casser, de se gripper complètement, quoi. Et du coup, quand on leur parle de robustesse, là, d'un seul coup, qu'est-ce qui remobilise? Eh ben, le fait que, par exemple, c'est une entreprise familiale et que eux, en fait, ils ont fait des tas de choses pour maintenir la pérennité de leur entreprise. Et donc, ça, c'est plutôt de la robustesse. Et donc, plutôt que de s'excuser de faire de la pérennité contre la performance, là, maintenant, ils vont l'embrasser, quoi. Ils vont dire, bah oui, en fait, ça a du sens dans le monde qui vient. Donc ça, alors, je vois beaucoup d'entreprises qui, en fait, font ça, qui se rendent compte que cette robustesse, c'est un mot ombrelle qui permet de justifier des actions qu'avant ils hésitaient à faire. En tout cas, voilà, ça leur permet de justifier. Et c'est en effet, le problème de la France, c'est que c'est un choix économique d'avoir mis l'accent sur des très grands groupes, hein, Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, Michelin, etc. Enfin, des très grands groupes. Qui sont en effet des leaders mondiaux, hein, pour certains, hein, enfin Michelin par exemple pour les pneus, quoi, voilà. C'est un risque aujourd'hui, ça. Le futur de l'entreprise, c'est certainement pas des très grands groupes. En gros, il peut y avoir des grands groupes, mais il faut qu'ils aient un comportement modulaire, comme un corps humain, hein, qui est fait de plein de petites cellules. Un corps humain, c'est pas une seule grande cellule qui a grandi depuis le petit, quoi. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est de la coopération entre des petites unités qui se parlent beaucoup entre elles. Eh ben, on pourrait réimaginer, mais là, ça demande un vrai courage politique, hein, de fragmenter les très grands groupes pour que ça devienne des systèmes modulaires qui, eux, en fait, sont beaucoup plus adaptables dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant. Mais il y a du travail, hein. J'avoue que sur les très grands groupes, là, c'est un peu le cœur du système qui n'a pas envie de changer, qui ne voit pas l'intérêt. Par contre, c'est à la périphérie, quoi. Les petites, moyennes entreprises, là, il y a un sacré travail à faire. Mais par contre, enfin, nous, citoyens, agents publics,
le secret, hein, c'est vraiment de développer la coopération territoriale. Il faut soutenir ces petites entreprises par la coopération territoriale. Je vais vous prendre un exemple. Le Grand Lyon, par exemple, la métropole du Grand Lyon, n'invite plus de nouvelles entreprises à s'installer, enfin, en tout cas ne fait plus de pub pour que de nouvelles entreprises s'installent dans le territoire, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était beaucoup de petites entreprises qui venaient, qui se crachaient rapidement, qui ne faisaient pas beaucoup fonctionner l'économie du coin, qui faisaient beaucoup de pollution. Donc maintenant, ils ont décidé d'utiliser leur financement pour renforcer le tissu d'entreprises locales. Ça, c'est plutôt la stratégie de la coopération locale. Alors, ce n'est pas, de nouveau, ce n'est pas du survivalisme, ce n'est pas de l'exclusion, c'est juste un meilleur dosage. C'est que le futur, ce ne sera pas forcément de faire de l'attraction à fond pour qu'il y ait plus d'entreprises. C'est surtout d'abord le primat donné à la robustesse locale. Et après, on autorise un peu d'entreprises qui viennent fertiliser le collectif. Fabienne, tu peux allumer ton micro pour poser la question. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, deux questions. La première chose, c'est que vous dites le service public, il faut les maintenir puisque finalement, ça permet de la robustesse du social. Quid finalement des questions environnementales? Est-ce que le service public, le maintien des services publics fait que quand même la société est plus favorable à l'environnement, ou l'inverse, elle est plus ouverte à l'environnement? La deuxième question, c'est que moi, ça m'a beaucoup amusé parce que ça met à plat ce que je fais depuis 7 ans. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis performance. On s'appelle d'ailleurs direction, évaluation et performance, puisqu'on fait du tableau de bord tout le temps. Et en fait, votre conférence est assez joyeuse parce que du coup, ça met à plat nos façons de réfléchir la politique publique, c'est-à-dire que généralement, on fait un beau diagnostic territorial, c'est compliqué, mais en tous les cas dans un secteur. Et puis ensuite, comme on a fait un beau diagnostic, on va mettre des solutions assez spécifiques. Et puis ensuite, on va essayer de mettre en place des indicateurs pour vérifier que les solutions répondent bien aux besoins. Et donc, on est sur de la performance brute. Du coup, il y a toujours, et effectivement, dans ce système-là, on souhaite qu'il n'y ait aucune interférence de l'environnement, puisque ça foutrait à plat toute la solution qu'on a mis en place. Donc, moi, je trouve ça passionnant, mais en même temps, service public, on est quand même des ressources limitées en argent et en personnes. Donc, je me demande, OK, si on part de votre postulat, comment on fait pour finalement, mais vraiment repenser finalement l'action publique? Parce que ça remet en cause complètement nos façons de travailler. Alors, il y a bien les questions alors c'était quoi? C'était la fluctuation au risque ou des choses comme ça, mais est-ce que vraiment, comment repenser la politique publique? C'est vraiment... voilà, c'est un très grand débat, mais bon, vous avez tellement mis à plat tout ce que je fais pendant 7 ans qu'à un moment, je voudrais quand même avoir une ou deux idées. Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de débaucher quelque chose. Alors, j'ai dessiné une histoire de l'humanité comme une course vers la performance. Il y a quand même une histoire parallèle. L'histoire parallèle, c'est qu'à chaque grande crise, les sociétés humaines ont aussi développé leur robustesse. L'exemple typique, la dernière très grande crise que nous, sociétés occidentales, on a vécue, c'est les 2 premières guerres mondiales. Et entre 1945 et 1948, on développe la sécurité sociale, les droits de l'homme, la charte de La Havane, enfin plein de textes fondateurs qui sont de la robustesse, qui sont des services publics. Donc, en fait, on a quand même augmenté la robustesse après chaque crise. C'est juste que là, depuis, on va dire les années 70-80, on est reparti dans le néolibéralisme et on a sabré tout ça, mais on est capable, quand il y a des crises, de faire plus de robustesse. Alors, sur le service public et son impact écologique, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait voir le service public comme une écologie. C'est comme quand je parle de santé, la santé, c'est la façon la plus intime de faire rentrer la question socio-écologique dans son corps, en fait. C'est que si on parle de gigatonnes de CO2, c'est très lointain, on ne sait pas bien à quoi ça sert, quoi. Si par contre on pense santé, alors là, d'un seul coup, le territoire rentre dans notre corps. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, on habite le territoire, mais le territoire nous habite. Ça va dans les 2 sens, quoi. Et donc, du coup, pour les politiques publiques, on pourrait très bien imaginer appliquer quelque part des lois du vivant, alors avec tout ce qu'il faut. Les êtres humains ne sont pas des fourmis, donc il y a des jeux de pouvoir, etc. Il y a des projections, etc.
Mais quand même, il y a les aspects de coopération, etc. En fait, penser le service public comme un acteur coopératif, ça me paraît essentiel. Alors, je vais vous donner un exemple de politique publique qui peut peut-être inspirer. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un service public très spécifique, c'est un hôpital. Voilà, un hôpital, et vous savez bien que dans les 10 ans qui viennent, on va faire face à une crise majeure à cause du numerus clausus. On a de moins en moins de médecins et les médecins, on en ras-le-bol, les soignants, en fait, on en ras-le-bol de l'hôpital public parce qu'ils sont tous débordés, quoi. Donc, on est exactement dans l'exemple d'une structure publique qui est en déshérence et qui est à saturation à cause de la performance, de l'hyper-optimisation des hôpitaux, ça a tout détruit. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Alors, si on veut être très pragmatique, si dans un an, il y a une nouvelle crise Covid, vu que les hôpitaux ont continué de se dégrader entre-temps, là, actuellement, ils sont quasiment à un niveau de Covid, hein, alors qu'il n'y a pas de pandémie. Hein, parce que m'ont dit les hôpitaux bruxellois. Hein. Aujourd'hui, ils sont à un niveau d'intensité qui est le pic de l'épidémie de Covid, alors qu'il n'y a pas de Covid. Hein. Bon, bah, s'il y a une épidémie de Covid ou un événement du genre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, des citoyens lambda vont contribuer à l'activité de l'hôpital. C'est-à-dire qu'en fait, on va accueillir dans les administrations des citoyens dont ce n'est pas la fonction, qui vont en fait faire des services, des soins minimaux, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut tout repenser. Hein. Ça veut dire que ça, il faut l'anticiper. L'hôpital du futur, il y aura des hôpitaux très spécialisés, très performants avec de la super techno, mais il y aura plein d'hôpitaux avec du low-tech, avec des circuits courts. En fait, on va appliquer toutes les règles de l'écologie à l'hôpital. Le circuit court, en gros, c'est souvent la consigne ou l'aliment. Hein. Mais pourquoi on ne l'applique pas à toutes les politiques publiques? Évidemment que le circuit court, c'est pertinent dans un monde structurant. Hein. Pareil pour le low-tech. Pourquoi le low-tech, on l'applique qu'aux mobilités, à la réparation? Non, c'est vrai pour absolument tout. On peut très bien imaginer des hôpitaux où il n'y a que du low-tech, enfin où il y a beaucoup de low-tech. Donc en fait, c'est tous ces principes pragmatiques de la réponse écologique, on peut très bien les transférer à d'autres administrations. Et en fait, quand on va prendre des règles écologiques, hein, scientifiques, hein, écologiques, hein, c'est comment fonctionne un écosystème, quoi. Et ben du coup, son administration publique fonctionnera très différemment. Je peux vous donner un autre exemple, c'est mon laboratoire. Alors, j'y suis pour rien, hein, il était robuste bien avant que j'arrive. Mais quand nous, on reçoit des financements, on met tout en commun. C'est quasiment un call-cause, quoi. Hein. Et donc, ça veut dire que quand il y a un nouveau chercheur qui arrive, un jeune chercheur, il ne passe pas 2 ans, 5 ans à trouver un financement. Il a tout de suite un financement. Et donc, il peut travailler. On a des techniciens et techniciennes qui travaillent dans plusieurs équipes, c'est partagé, les décisions sont collégiales. Enfin, on peut très bien, nous, décider, quand on est un fonctionnaire de la fonction publique, d'adopter un fonctionnement robuste. C'est notre liberté quand même, hein, de fonctionnaire, d'agent du service public. Donc on peut décider d'adopter un fonctionnement coopératif robuste dans son organisation. Et donc là, non seulement ça marche mieux, moi je peux dans le labo ça marche super bien, il y en a d'autres hein, qui fonctionnent comme ça, mais en plus c'est exemplaire, c'est-à-dire que ça sert de modèle pour d'autres, donc ça contamine. Hein. On a plein de labos autour de nous à Lyon qui commencent à copier notre système. Donc en fait, c'est peut-être une voie en tout cas à creuser. Merci beaucoup, Olivier. Il est quasiment midi, donc on va s'arrêter là. Et puis, il n'y avait plus de main levée, donc pas de frustration. Il y a eu quelques commentaires. Voilà, donc vous avez aussi interagi entre vous. C'est votre robustesse peut-être du jour. En tout cas, merci, Olivier, pour cette conférence très, très inspirante. Ça nous permet, et à tous ceux et toutes celles qui participent, de respirer et j'espère devenir un peu plus robuste à l'avenir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Olivier, merci Edith aussi pour avoir participé et puis moi je ne suis qu'un humble coordinateur. Voilà, nous en vous souhaitant un excellent appétit et à très bientôt. Merci à tous et toutes. Merci beaucoup.